a des alliances qui se font, qui se défont et autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse alliance Bloc patriotique? Tout simplement, là-dedans, rien pour le peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes surpris de constater que non, ceux qui étaient des démons d'hier sont devenus des anges aujourd'hui. les villes Nabango, ils ont changé. Ils sont en train de payer des taxes pour des taxis ou autre chose, mais les routes sont toujours aussi catastrophiques. On a toujours dit ventre affamé n'en point d'oreille. Hein. Quelqu'un qui a faim, il a faim. Moi, je pense que les Congolais sont quand même conscients et en même temps, ils comprennent parce qu'ils savent d'où ils viennent, d'où nous venons et d'où nous sommes en train d'aller. L'état de siège, on parle de ça. L'état de siège est là. Mais ceux qui sont surpris par rapport à l'état de siège, il faut qu'ils sachent que dès les premiers jours où les chefs de l'État avaient accédé à la magistrature suprême, il avait commencé déjà à travailler sur la situation de l'Est. Comme l'avait dit le ministre, nous devons privilégier d'abord la diplomatie parce que nous avons un sérieux problème. Nous devons sécuriser ces coins-là. Non seulement le coin de l'Est, nous devons sécuriser toute notre République. Demandez au peuple congolais de se serrer la ceinture. Pourquoi vous, au niveau de la présidence, vous avez toujours des dépassements budgétaires et vous ne vous serrez pas la ceinture? Ne pas me demander aujourd'hui parce qu'il faut se serrer la ceinture, il faut que le président de la République se promène avec 5 ou 6 personnes. Non. Un président doit être sécurisé. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne clévoix.com. Je suis ravie de vous recevoir sur mon plateau. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, mais pour lui, j'ai accepté qu'on puisse se déplacer, que la chaîne se déplace pour l'interviewer. Donc nous sommes actuellement à Kinshasa et j'ai sur mon plateau donc, le président d'Île-de-France de l'UDPS, M. Tchim. Bonjour monsieur. Bonjour madame Mangaya. Comment allez-vous? Bon, ça va, on est là, Dieu nous fait grâce. Hein. Kala ebele bon voilà tozali tolobaki tokozala banda ba epoke wana toza et puis tokontinue kaka kozala. Très bien. Au moins bino boza ba témoin ya histoire yango ndenge ezokende. Ah depuis. Ah mais voilà pour bato mingi baye lelo bazo comprendre rien et puis ils s'envolent. Très bien président. Donc comme je disais, nous allons un peu faire le tour de l'actualité. Poser des questions sur ce qui chauffe en ce moment. On est sur le terrain à Kinshasa. Donc on va commencer par l'actualité brûlante, celle qui a engorgé toute la presse, donc la CENI. Mardi dernier, donc Kadima et toute son équipe de la CENI, la nouvelle CENI a été investie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça et les reproches qui ont pu être faits par rapport à cette nouvelle équipe et à son président? Merci beaucoup, madame, pour la question. D'abord, la réponse est simple. C'est que les institutions de la République fonctionnent. Donc, c'est ce qui est le plus important. Et par rapport à la prestation de serment, qui était précédée d'abord par le processus de nomination, moi, je pense qu'on a beaucoup plus perdu du temps, comme ça, inutilement, par rapport aux humeurs, par rapport... Or, la force doit revenir à la loi. Nous devons tous apprendre, surtout dans ce pays, à respecter, ou surtout à faire respecter la loi. Faire de la politique, parler au nom d'un peuple, ce ne doit pas être une question de complaisance ou de quelque chose d'arrangement. Non, non, non. Ce pays a un principe et qui se manifeste à travers notre constitution. Certaines voix se sont quand même levées en disant qu'on aurait pu trouver un consensus entre toutes les confessions religieuses. Il n'y en a que deux, donc les CC, la SENCO, qui ont refusé. Pour eux, Kadima est donc le candidat de la présidence. Merci beaucoup, madame, mais sauf que les ridicules ne tuent pas.
ce n'est ni la première fois, ni la deuxième. C'est la troisième fois que ces deux confessions religieuses ne sont même pas capables de faire confiance, ni de respecter ce qui relève de leur propre volonté, c'est-à-dire d'une charte qu'ils avaient eux-mêmes conçue, à travers autant d'articles. En 2006, c'était pareil. En 2011. Non, en 2011. Non, en 2006, pareil. En 2011, pareil. En 2018, pareil. Et là, je ne sais pas ce que nos amis la cherchent, mais sauf que je constate qu'il y a quelque chose qui les hante. Et malheureusement, pour eux, ils sont en train de discréditer l'Église catholique, dont je demande la plupart des membres de se solidariser. Ce n'est pas parce qu'on est ou on représente la Cinco qu'on peut commencer à chercher à tripatouiller ou non, non. L'affaire est déjà passée. Et le pays, comme le pays ne peut pas s'arrêter, l'État ne s'arrête pas et nous continuons. Je félicite d'abord le bureau, toute l'équipe, et je félicite la Cour constitutionnelle qui a fait son boulot, comme je l'avais fait avec le Parlement. Et j'encourage le courage des autres confessions religieuses qui avaient eu le courage démocratique de faire valoir la démocratie. Je les encourage. Et nous pensons que maintenant, cap pour 2023, donc que chacun se prépare, que nos amis, au lieu de perdre du temps, au lieu de déambuler ou d'aller commander, sûrement pleurnicher ça et là, qu'ils se remettent au travail, qu'ils retroussent leurs manches pour les élections en 2023. Nous comprenons que tout ça, c'était dit aux démarches multiples par rapport aux manœuvres dilatoires pour esquiver les élections. Donc, si il n'y a pas d'élection, c'est plutôt mieux pour vous. Non, nous sommes démocrates, nous nous sommes battus. Non, même pas une seconde. Nous, on n'a pas besoin. On n'a pas été en politique, on n'a pas appris ça chez nous à l'UDPS. Donc pour vous, 2023, la UDPS est prête. Sinon, ça sera cracher, trahir d'abord la lutte et puis cracher sur la mémoire de nos pères fondateurs. Ces gens-là, ils étaient aussi jeunes. Hein. Ils avaient aussi besoin de vivre comme tout le monde. Mais c'était sacrifié par rapport à leur vie. On ne peut pas venir ici, commencer. Le problème, c'est quoi? Il y avait une très mauvaise habitude dans ce pays par rapport au mode de fonctionnement, par rapport à comment gérer la chose publique. Donc, ce qui fait que ce système-là, qui est ancré, resté entre les têtes, même malheureusement, des confessions religieuses. C'est là où le bas blesse. Or, si on a des soucis aujourd'hui, nous allons nous confesser vers ces gens-là. Malheureusement, je reviens à cet adage-là d'antan qui disait, et qui continue à le dire aujourd'hui, que l'Église reste l'opium du peuple. Et ce n'est pas moi qui l'a... Président, vous avez dit 2023 et Zoya. Mais avant 2023, il y a des élections qui devaient se passer. Les élections des gouverneurs qui devaient se faire il y a peu de temps. Donc, qui ont été reportées parce que le Premier ministre a demandé qu'on reporte ces élections d'un mois. Déjà, pourquoi c'est le Premier ministre qui demande le report de ces élections d'un mois? Est-ce que vous n'êtes pas prêt, vous, de l'UDPS? Merci beaucoup, madame. Vous savez, dans ce pays, il y a un gouvernement. Et ce gouvernement est géré par le Premier ministre. Parce que beaucoup de gens pensent que le pays est géré par le président de la République. C'est le Premier ministre qui demande. Et la CENI, qui est une commission. Je ne sais pas si les gens savent c'est quoi une commission. La CENI dépend du gouvernement. Parce que la CENI est financée par le gouvernement. Donc vous voulez ce qu'on vous finance et que vous commencez à faire des... C'est pourquoi j'ai parlé de gesticulation. Tout ce qui s'était passé par rapport à l'histoire de la CENI, c'était de la gesticulation. Le chef, le Premier ministre, que je respecte, que je salue d'ailleurs, est dans ses droits, dans ses prérogatives. Pourquoi? Parce que, vous venez de me dire, la CENI, le bureau de la CENI vient d'être investi il n'y a même pas une semaine. Alors dites-moi. Mais il doit y avoir une continuité. Non, il y avait une continuité, mais effectivement, parce qu'il faut d'abord que ce nouveau bureau prenne quand même connaissance de tout ce qui doit être. Parce que vous savez, ce qui cause des problèmes dans ce pays, c'est une question d'élection. Alors, quand on n'arrive même pas à se faire confiance par rapport à ceux qui peuvent conduire cette commission, voilà pourquoi tout le monde s'agite, et pourtant c'est normal. C'est le gouvernement, peut-être par telle ou telle autre motivation, a jugé bon de repousser d'un mois pour que les choses se fassent d'une manière transparente et puis c'est bon.
bien. Est-ce que ce n'est pas parce que l'UDPS peut-être n'est pas prêt? Parce que j'ai vu au niveau de vos candidats, monsieur. Oui. J'ai vu au niveau de vos candidats, il y en a beaucoup. On n'a pas vu le candidat UDPS. Il y a beaucoup de candidats qui sont de l'UDPS, mais qui se sont présentés en indépendant. Pourquoi? Je ne sais pas l'UDPS n'est pas légalisé? Je ne sais pas si, même par rapport aux stratégies ou à notre cuisine interne, nous devons commencer à nous expliquer. Quand l'IDPS amène des candidats, non, vous amenez des candidats pour chercher à tricher. Maintenant qu'il y a des stratégies qui sont mises en place, les gens cherchent à savoir. Il y aura des candidats, vous dites bien des candidats de l'IDPS. Indépendants. Indépendants ou pas indépendants. Indépendants ou pas indépendants, nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les personnes, ce sont les institutions. Du moment que l'institution va, comment, le gouvernement professionnel va marcher normalement, pour nous, ça sera déjà bon. Donc, quand tu as se posé beaucoup de questions, nous, on n'est pas encore là. Nous savons qu'il y aura beaucoup d'enjeux. C'est comme un entraîneur qui aligne ses joueurs quand il le veut, selon les circonstances plutôt. Vous avez l'air très confiant. Depuis. Ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir aujourd'hui. Vous pouvez quand même en témoigner. Nous, on a toujours été confiants. Pourquoi? Parce que nous ne nous posons pas trop de questions. Nous sommes dans la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, vous êtes calme, vous êtes serein. Nous ne sommes pas venus en politique pour nous enrichir. La preuve, nous continuons à faire de la politique sans toucher un moindre sou de l'État congolais. Ça, c'est vous. Mais au niveau du DPS, il y a d'autres personnes qui ont changé. Non, mais, oui, puisque quand on voit... Non, mais quand on travaille... quand on voit M. Jean-Marc Aboun construire une école, à lui personnellement, avec ses propres fonds de plus de 300 000 dollars, comme cadeau à la République, moi j'appelle ça de l'enrichissement quand même d'une certaine façon. Donc dans ce pays... Peut-être tous les combattants ne sont pas riches, comme vous dites, mais il y en a certains qui sont devenus riches. Dans ce pays, il y a une catégorie de politiciens qui peuvent être riches, et d'autres, comme parce que c'est des l'UDPS, peuvent demeurer pauvres, c'est ça, non? Non, il y a peu de temps, vous et moi, on faisait des émissions par rapport à Kabila quand il était au pouvoir. Oui. Quand il y avait des gens de Kabila, quand ils étaient au pouvoir, je vous disais aussi, un tel au pouvoir, à Sondi Boye, à Sali Boye. Madame, donc, parce que c'est l'UDPS, on n'a pas le droit de constater. Madame, un tel au pouvoir, à Sali Boye, c'est parce qu'on constatait que c'était là, avait mis... Non, mais 300 000 dollars quand même pour une école, que vous faites un don par rapport pour vos biens personnels, on va dire quand même que c'est beaucoup. Sachant qu'il est donc président de l'UDPS et à vice-président de l'Assemblée. Voilà, combien il doit gagner pour pouvoir réunir 300 000 pour faire un don? Madame, je ne peux pas rentrer dans la vie privée. Juste une question. Non, non, c'est une question, mais en même temps, je vais vous dire que quand on est déjà vice-président de l'Assemblée nationale et quand on a effectué autant d'émissions par rapport à la SADC, quand on est confiant, quand on a déjà des donateurs qui peuvent parfois, vous comprenez. En même temps, moi, c'est le geste qui compte. Au moins, quelqu'un qui constate que bon, qu'il a un peu de moyens, qui pourrait rétribuer, mettre ça vraiment à la portée des autres, surtout à la portée de la jeunesse. Bon, moi, ça ne fait que me réconforter. Donc, pour l'université, par exemple, de Matata Pogno, oui, le sénateur Matata Pogno, donc vous trouvez aussi que c'est bien qu'il puisse donner une université comme ça, même s'il a eu des tournements. Donner l'université, c'est bon, parce que l'université, ça va servir aux Congolais. Mais la manière d'acquisition de cette université-là... Mais là, vous venez me parler de vie privée. Il avait peut-être eu aussi... Non, parce que lui, aujourd'hui, il a des déboires judiciaires par rapport au détournement. Mais avant, on ne se posait pas la question. Non, la question s'était posée, mais comme ils étaient là, ils étouffaient. Mais vous, voilà êtes là au pouvoir, on vous pose la question sur Jean-Marc Aboun. C'est ce que j'ai dit. Les voies sont libres aujourd'hui pour ceux qui doutent. Qu'ils aillent porter plainte par rapport à Jean-Marc Aboun. À ce moment-là, nous, on viendra pour incriminer Jean-Marc... Non, M. Teni Longondo. Il a fait quelques jours. Ça. Non, il est en liberté provisoire. Il est poursuivi, il a été mappé. Ce n'est pas qu'il est là, il est poursuivi. Il est tenté de répondre par rapport à ce qu'il avait eu à faire. On l'a vu sortir. Il a fêté, il a bu du champagne. Ça fait partie. Non, bon, ça fait partie du processus judiciaire. Très bien, nous allons suivre ça de Non, ça fait partie, ça fait partie du processus judiciaire. Donc, chacun aura droit à répondre. D'ailleurs, moi, je serai indulgent, donc très intransigeant par rapport à nos camarades de l'IDPS qui vont se compromettre ou qui sont en train de se compromettre. Parce que nous devons prêcher par exemplarité.
Très bien, merci beaucoup, Président. Donc nous allons passer à un autre sujet, les voyages du président. Actuellement, nous avons le président qui est donc à Jérusalem, qui a rencontré le président Herzog, le président israélien. Il a été reçu avec tous les honneurs et autres, avec bien sûr la première dame. Les Congolais se plaignent, disent que le président voyage beaucoup et nous ne voyons pas le retour au niveau de ses voyages. Donc, dernièrement, il a été aux Émirats. On a entendu un chiffre de 1 milliard, voire même 2 milliards d'investissements. Mais pour l'instant, on a vu... Le président nous a dit que nous allons être l'Allemagne de l'Afrique. Mais pour l'instant, nous ne voyons pas d'usine, nous ne voyons pas spécialement d'investisseurs venir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Merci beaucoup, Madame Mangaya. Je veux aussi essayer de rassurer le peuple congolais. Vous savez, à l'époque, on avait un président qui ne parlait pas, dont les Congolais ne savaient même pas ce qu'il faisait, mais qui est resté comme ça au pouvoir. Il fallait que l'IDPS soit là pour essayer de faire bousculer les choses. Nous arrivons au pouvoir, nous trouvons un pays vraiment par terre dans les trous, exclu dans les concerts des nations. Mais il y a un président qui vient, qui veut d'abord remettre ce pays, redonner de l'image à ce pays. On parle des chiffres de voyage et tout, mais je vais surprendre peut-être le peuple pour leur dire que ce que le président a dépensé pour le voyage et les retombées sont largement supérieures. Les retombées, pour l'instant, on ne les passe pas. Pour l'instant, la diplomatie, c'est vrai qu'on peut dire au niveau de la diplomatie, oui, mais palper au niveau de la population... La première des retombées, c'est la diplomatie. Même dans votre champ, vous n'allez pas commencer à cultiver aujourd'hui, semer aujourd'hui et puis manger aujourd'hui. Donc il faudra un petit temps de patience et surtout de la vision. Donc le chef de l'État, effectivement, il sort. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de retombées pour de multiples raisons. Et ce qui les préoccupe d'abord par rapport aux investissements, c'est quoi? C'est d'abord le problème sécuritaire. Et vous avez compris que le chef de l'État est combattu par ceux-là même qui cherchent à ce qui résolvent leur situation. Allez-y comprendre. L'état de siège, on parle de ça. L'état de siège est là. Mais ceux qui sont surpris par rapport à l'état de siège, il faut qu'ils sachent que dès les premiers jours où le chef de l'État avait accédé à la magistrature suprême, il avait commencé déjà à travailler sur la situation de l'Est. Et la preuve, on a vu beaucoup d'émissaires, parce que d'abord, la guerre, comme c'est une guerre asymétrique, elle nécessite beaucoup de diplomatie, beaucoup de pourparlers et puis beaucoup de négociations. Au jour d'aujourd'hui, quand un chef décrète un état de siège, c'est qu'il savait déjà là où ça pouvait faire mal. Malheureusement, quand on constate, ce ne sont même plus nos voisins qui nous dérangent le plus, c'est nous-mêmes pour des raisons égoïstes. En parlant de voisins, dernièrement, on a eu un groupe de soldats rwandais qui sont quand même rentrés. Est-ce que nos frontières sont si ouvertes que ça? Est-ce qu'il ne faut pas... Nous avons un État qui est en guerre, surtout on est en train de tuer nos frères. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer au niveau de nos frontières? Parce que quand on entend le ministre de la Communication dire la RDC est un pays avec 9 voisins, donc ce sont des choses qui arrivent. Non, ce ne sont pas des choses qui arrivent. Des soldats rwandais ne peuvent pas rentrer sur notre territoire pour terroriser les frères. Merci beaucoup, madame. Vous savez, ceux qui parlent, d'abord les Congolais qui n'ont pas eu la chance de vivre dans ce coin de la République. Le Congo est tellement vaste que même au niveau des frontières, ce n'est pas vraiment bien découpé, à moins qu'on érige des murs. Alors, je ne peux pas accréditer ou accepter à ce que nos voisins, les soldats, viennent faire leur théâtre chez nous, même s'il s'agissait de cas isolés, que nous condamnons d'ailleurs avec vigueur. Comme l'avait dit le ministre, nous devons privilégier d'abord la diplomatie, parce que nous avons un sérieux problème, nous devons sécuriser ces coins-là, non seulement les coins de l'Est, nous devons sécuriser toute notre République. Et ça passe par de la sagesse. Et bon, moi je pense que petit à petit, on y arrivera. La situation n'a pas été toujours, n'est pas facile, parce qu'on l'a
tel qu'hérité, ça nécessite beaucoup de stratégie. Très bien, merci pour la réponse. Donc, quand on revient un peu au niveau du voyage du président, vous m'avez dit donc la diplomatie. Donc, à part la diplomatie, pour l'instant, nous allons attendre 2022 ou 2023 pour avoir des résultats, pendant que le Congolais meurt de faim. On parle des résultats. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces voyages? Est-ce qu'on ne peut pas faire... Je me souviens, j'ai regardé un reportage une fois sur Kabila Père. Il est venu, il a fait déjà avec ce que nous avons. Est-ce que le Congo n'est pas assez riche pour qu'on puisse essayer de remonter un peu la situation par rapport déjà à nos propres moyens? Est-ce qu'en travaillant avec ce que nous avons, en mettant en ordre ce qui doit être mis en ordre, est-ce que nous, Congolais, on ne pourrait pas se nourrir? La dernière fois, j'ai vu, nous sommes partis acheter du Thomson ailleurs. Vous savez que nos eaux, il y a plein de poissons partout. Mais nous sommes partis acheter pour des millions de poissons ailleurs. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire comme il se fallait parce qu'il n'y avait pas le matériel pour aller pêcher. Président, est-ce que vraiment, nous n'avons pas d'autre solution? Est-ce que vraiment le gouvernement qu'on nous a mis en place est un gouvernement de warriors qui peut trouver? Parce que même si le président va chercher des investisseurs à part dehors, mais avec ce que nous avons ici, est-ce que nous ne pouvons pas travailler pour faire avancer le pays? Nous avons tout au Congo. Les gens viennent chez nous pour se nourrir. Les gens viennent chez nous pour s'agrandir ou pour se développer. Nous, nous devons aller ailleurs pour pouvoir nous développer. Merci beaucoup, Madame Manga. Moi, je pense que les Congolais doivent quand même être un peu édifiés. Pourquoi? Parce qu'en arrivant au pouvoir, on avait trouvé l'économie introvertie de notre pays entre les mains... entre guillemets, entre les mains des expatriés, mais sous les pseudo-noms des compatriotes congolais. Donc l'économie congolaise était prise en otage par une famille. Petit à petit, il faut commencer à refaire cette économie. Vous faites allusion à l'arrivée de l'AFDL avec M. Laurent Kabila. Les contextes économiques n'étaient pas les mêmes. À l'époque, on avait des commerçants ici, des opérateurs économiques, des hommes d'affaires congolais ici. Mais depuis que nous sommes là, dites-nous combien d'hommes d'affaires sont ici au Congo. Le président, il a dit qu'il inventerait des millionnaires. On en arrive, j'en arrive. Avec toutes nos ressources, surtout avec ça, avec toutes nos ressources, nous ne pouvons rien faire. J'en arrive, c'est pourquoi j'ai évoqué ici l'exemple d'un champ qu'on veut labourer. C'est pareil, c'est comparable au Congo aujourd'hui. Le voyage que le chef de l'État est en train d'effectuer, les stratégies que le gouvernement est en train de mettre en place, c'est pour cultiver, labourer, déblayer. Et puis, donc, je vous rassure que d'ici la fin de l'année, les Congolais vont commencer à manger à l'air fort. L'année novembre, décembre ou 2022, président? Non, cette année, d'ici la fin de cette année. D'ici la fin de cette année, selon le travail d'arrache-pied qui sont en train de réaliser les warriors. D'ici avant la fin de l'année, les Congolais vont commencer à tâter un peu du social. Vous savez, quand vous n'avez rien à un certain moment, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est de concevoir, c'est de réfléchir, de proposer. C'est ce qui a été fait. Nous savons, en même temps, quand nous sommes arrivés au pouvoir, on n'avait pas une majorité parlementaire. Oui, on a été buté par autant de difficultés. Maintenant, là, quand même, nous constatons qu'il y a un travail qui commence à être fait. Il y a un travail qui commence à être fait, mais les Congolais continuent à être taxés. Oui, très bien, vous avez répondu par rapport au voyage du chef de l'État, vous avez répondu un peu par rapport aux warriors, mais là, nous avons des Congolais qui meurent de faim, les prix ont monté, ils continuent à être taxés. On nous a sorti une nouvelle taxe qui s'appelle la RAM. Dernièrement, pendant donc la réunion de l'Union sacrée, nous avons donc le vice-président, l'excellent Jean-Marc Aboun, qui dit que ce n'est pas leur fonds, ça concerne la présidence. On ne sait pas vraiment à quoi va servir ces fonds. Donc à un moment ou à un autre, vous pensez aussi que le peuple est complètement perdu. L'espoir qu'ils avaient eu en vous, en 2018, fin 2018 ou début 2019 du changement, là, l'espoir est en train de tomber. Nous avons un peuple qui commence à crier, qui ne veulent plus mourir de faim, qui sont fatigués des promesses,
ils veulent un changement. Plus de taxes, parce que c'est pas que le Congolais ne veut pas payer de taxes. Le Congolais veut savoir pourquoi Azo Futago passe et l'aéroport ils ont changé. Azo Futaram, les villes Nabango ils ont changé. Ils sont en train de payer des taxes pour des taxis ou autre chose, mais les routes sont toujours aussi catastrophiques. Donc de plus en plus, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin aussi de voir que chaque lancement, on voit les Warriors, tous les jours il y a des lancements. Lancement, il y a projet Boy, lancement, il y a projet Boy, lancement, il y a projet Boy. Mais on ne voit pas la finalité de tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ça? Oui, madame Manunga, je vous concède, sauf qu'on a toujours dit ventre affamé n'en point d'oreille. Hein. Quelqu'un qui a faim, il a faim. Moi, je pense que les Congolais sont quand même conscients et en même temps, ils comprennent. Parce qu'ils savent d'où ils viennent, d'où nous venons et d'où nous sommes en train d'aller. Voilà pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des Congolais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une catégorie de Congolais qui, dès les premiers jours, commençaient déjà à nous rejeter, dès les premiers jours. Mais je félicite ceux-là qui sont conscients et qui prennent leur mal en patience, parce qu'ils savent quand même qu'il y a de bonnes intentions, surtout de la part du chef de l'État, parce que comme c'est lui qui fixe le cap, il y a de bonnes intentions. Maintenant, par rapport aux taxes ou aux taxations, moi je pense que bon, c'est la façon, hein, c'est la méthodologie d'application qui n'a pas été, entre guillemets, la bonne, selon moi. Mais sauf que la taxe reste quand même une nécessité pour chaque pays. Vous parlez des lancements, vous parlez des états, des routes, tout ça, ça va se reconstruire avec quoi? Avec des taxes. C'est normal que quelqu'un qui n'a pas encore mangé, on ne peut pas aller encore chercher à lui demander quoi que ce soit. Voilà pourquoi l'État est en train de revoir certaines mesures. Et en même temps, comme on dit, toute taxe devra toujours rester encadrée, être encadrée. Bon, la population se plaint, c'est clair, mais sauf que l'État où nous, on avait hérité ce pays, et la situation était tellement catastrophique. Bon, on ne va pas continuer à se plaindre ou à rejeter la faute sur les autres. Nous sommes en train de travailler. Le chef de l'État est en train de se battre. Tout ce va-et-vient là-bas, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Juste une question aussi par rapport à ces va-et-vient, Président. Dernièrement, moi-même, c'est pas qu'on me l'a dit, je sais. Donc, les va-et-vient du président, par exemple, la dernière fois quand il devait se déplacer à l'ONU, je sais qu'au niveau de l'ONU, il y avait 4 ou 5 personnes qui pouvaient rentrer dans la salle. Vous pouvez m'expliquer pourquoi le président voyage toujours avec ça peut arriver jusqu'à 100 personnes. Ce sont des dépassements, un budget. À un moment, quand le pays est dans une situation, comme vous me le dites, vous avez hérité d'un pays qui est dans une situation qui est difficile. Expliquez-moi comment vous pouvez voyager avec 50 ou 60, une délégation de 50 ou 60 personnes, sachant que ça coûte une fortune. Est-ce qu'on ne doit pas faire comme certains d'autres pays quand ils ont dû se serrer la ceinture? Parce que là, vous demandez au peuple congolais de se serrer la ceinture. Pourquoi vous, au niveau de la présidence, vous avez toujours des dépassements budgétaires et vous ne vous serrez pas la ceinture? Parce que quand vous allez montrer l'exemple de vous serrer la ceinture, peut-être le Congolais va vous comprendre. Oui, merci beaucoup, Madame Mangaya. Mais je vais éclairer et dire au peuple congolais qui m'écoute que la présidence, c'est toute une institution. Si vous allez à la Maison-Blanche, vous pouvez me dire il y a combien d'employés à la Maison-Blanche. Et quand les présidents américains se déplacent, Madame, vous vivez avec moi de l'autre côté, vous pouvez me dire, vous pouvez quantifier les nombres. Le président américain, je veux, d'accord. Je suis en train de faire, je ne suis pas en train de comparer parce que si on ne peut pas comparer, par exemple, plus de 10 000 personnes qui voyagent avec le président américain, à moins de 100 personnes qui voyagent avec le président congolais, même si le Congo, c'est un pays qui ne doit pas être pauvre, nous pensons que c'est quand même raisonnable et puis réfléchi. Parce qu'il y a de mauvaises langues qui sont en train de chercher, de diaboliser, d'amplifier. Depuis tout ce temps, depuis que moi j'ai connu cette république, les anciens présidents se promenaient avec beaucoup du monde. Mais nous ne parlons pas des anciens, non, je suis en train de... Celui qui est venu ici, nous comprenons que... Le peuple d'abord. Nous comprenons que le peuple a placé beaucoup confiance sur cette personne. Mais la personne, il y a aussi des exigences liées à la fonction présidentielle.
Je veux bien. Vous n'allez pas me demander aujourd'hui, parce qu'il faut se serrer la ceinture, il faut que le président de la République se promène avec 5 ou 6 personnes. Non. Un président doit être sécurisé. Vous n'allez pas demander au président de ne pas se promener avec sa sécurité. Non. Un président... Quand je vous parle de délégation, ce n'est pas spécialement la sécurité. Mais si vous me dites que le président doit absolument se déplacer avec autant de personnes, très bien. Non, mais quand c'est au jour d'aujourd'hui, même quand c'est moins de 200 personnes, pour moi, ça reste réfléchi et c'est normal. D'accord. Ça ne doit pas effrayer, ça ne doit pas... C'est ça la réalité, c'est ça l'État. La réalité aussi, c'est qu'on a besoin peut-être que l'État fasse des restrictions. Vous parlez de dépassement budgétaire, mais il y a la Cour des comptes dans ce pays. Il y a la Cour des comptes dans ce pays. Ce qui voit bien par rapport à ça, maintenant, on sait combien la présidence, il y a une clarté par rapport à ça. Ça, cette parole-là, cette promesse-là, elle a été tenue. Mais c'est ça ce que je dis, parce que c'est comme si vous commencez à accompagner ceux qui disent n'importe quoi. Non, je ne commence pas à accompagner. Voilà pourquoi nous devons rester, vous devriez nous aider à rester dans les principes. Non, moi je vous aide à rester dans les principes. C'est parmi les chefs de l'État les plus modestes par rapport... Parce que même quand il était en opposition, il ne vivait pas comme ça, il vivait... Mais aujourd'hui, il se sert tellement de la ceinture. Nous sommes tous pour la réduction du train de vie des fonctionnaires de l'État. Toutes catégories confondues. Comprenez? Mais ça doit aller mollo, mollo. Aujourd'hui, ceux qui se plaignent, par exemple au niveau de la fonction publique, vous savez combien de dédoublements il y avait au niveau de la fonction publique? Oui. Heureusement, le VPM est en train de procéder au nettoyage des fichiers. Combien de gens, combien de nos compatriotes qui, en état même d'âge avancé, continuent à s'accrocher parce qu'ils ne savaient pas comment faire par rapport à leur accompagnement. Nous avons vu aussi le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, mettre quand même quelques heures. Tout ça, au lieu que les Congolais applaudissent, parce que ça concerne aussi. Non, les Congolais applaudissent. Mais je trouve que vous mettez... Il y a ça aussi, ça, c'est pas assez mis en avant. Moi-même, sur ma page, quand je vois des Congolais applaudir. C'est pas qu'ils n'applaudissent pas, mais c'est vrai que quand on n'a rien dans la tête, Madame, excusez-moi, je vais poser une question. Allez-y. Moi, je ne comprends pas dans ce pays comment est-ce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont contre la gratuité de la scolarité, peu importe sa façon ou la manière dont cette gratuité-là... Quand vous parlez des gens, c'est-à-dire... Non, mais quand je comprends, il y a certains Congolais qui disent aujourd'hui que non, c'était trop brisqué, ce n'était pas préparé, tout ça. Quelque chose qui concerne les enfants. Non, peut-être que les Congolais n'ont pas d'enfants à l'école publique ici, parce que là, beaucoup de parents que j'ai rencontrés sont contents de cette gratuité. Non, mais là, elle est en train de... Moi, je vois les parents, j'ai vu des enfants marcher ici. Ces enfants-là, ils ont des parents. Je ne sais pas si leurs parents sont des milliardaires ou quoi. Qui disaient, entre guillemets, parce que nous savons que ça a été manipulé. Non, pas la reprise. L'annulation pure et simple de la gratuité parce qu'ils n'étudient pas à cause de la gratuité de l'enseignement. C'est ce message-là que nous voulons édifier au peuple congolais. C'est pourquoi quand je parle du peuple congolais, des fois je commence à voir de l'ingratitude quelque part. Avant, on avait un président qui ne s'intéressait pas des Congolais, qui n'avait qu'une seule obsession, son enrichissement, qui avait entraîné tout ce monde derrière tout ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui veut quand même que ce pays-là avance, qui est en train de se battre, parce que le pays doit avancer comment? C'est quand vous êtes reconnu, vous êtes reconnu au niveau... Aujourd'hui, nous vivons la mondialisation. Nous n'allons pas être seulement là-bas pour dire que non, nous sommes Congolais, le Congo nous appartient. Non. Aussi longtemps que, bien que ça, ce sont les autres qui viennent exploiter au Congo et qui s'enrichissent sur le dos des Congolais. Voilà pourquoi je demande aux Congolais d'être vigilants et d'accompagner ce qui doit l'être. Mais malheureusement, bon, on le comprend pour X, Y mobile. Hein. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, ce qui est un peu regrettable, mais j'ai toujours dit merci au maréchal Mobutu, même s'il fut dictateur, nous avait amené cette culture-là de mixité sociale. Et grâce à ça, le Congo est en train de tenir. Mais sinon, au jour d'aujourd'hui, quand vous comprenez, quand vous lisez les esprits des gens, surtout les gens mal intentionnés, ils sont là que pour essayer de détruire ou de dénigrer ce qui est en train de se faire. Il y a eu beaucoup de réalisations depuis que nous sommes au pouvoir. Beaucoup. Mais est-ce que ces réalisations sont bien relayées?
Est-ce qu'au niveau de la communication, c'est parce qu'on ne le voit pas. Ça va venir, c'est pourquoi j'ai dit ça va venir. Ça va venir, maman. Biloko, Bilanga, Kati. Donc, à partir du mois prochain, je crois que les retombées vont commencer. Parce que les soucis maintenant, notre obsession maintenant, c'est le social du peuple congolais. Or, le peuple congolais veut manger son poulet tout seul, et puis tout ça. Ça va venir. Que les Congolais se préparent. Moi, j'ai nos poulets à deux, président. moi, je préfère le misili et tout ça. En même temps, c'est médical, vous comprenez? Il y a des alliances qui se font, qui se défont et autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse alliance Bloc patriotique qui regroupe le FCC, vos anciens frères, et la Mouka, de Martin Fayulu? Constatation d'une certaine médiocrité. Pourquoi? La classe politique congolaise est tellement médiocre que, franchement, moi je ne sais pas. Pourquoi toute cette agitation? Juste pour des questions de positionnement, pour des questions pécuniaires plutôt. Tout simplement. Là-dedans, rien pour le peuple congolais. Ah, il y a un groupe d'opportunistes qui se réunissent, hein, pour X, Y raison. Mais bon, nous on les observe, on les attend. Aujourd'hui, nous sommes surpris de constater que non, ceux qui étaient des démons d'hier sont devenus des anges aujourd'hui. Comprenez? Nous, quand on avait fait l'alliance FCC-Cash, c'était une alliance contre nature. Parce que nous, en tant que légalistes, on devait respecter, pour faire respecter la Constitution. Au lieu d'aller en cohabitation, parce que la cohabitation, dans la plupart des cas, freine l'évolution du pays. Nous nous sommes dit, malgré nous, malgré leurs erreurs, ce sont nos frères, peut-être qu'ils vont comprendre, mais malheureusement, ils n'ont pas compris. Vous avez compris comment les autres avaient commencé à nous traiter depuis. Et les autres avec qui on était en train de nous freiner, hein, comme des crabes. Mais aujourd'hui, nous, on savait que ça faisait tous partie d'une même famille politique qu'on combattait à l'époque. Plusieurs fois, on nous avait reproché de pratiquer la politique de la chaise vide. Pendant autant d'années. Alors, pour faire avancer le pays, parce que le pays allait, je ne sais pas si nous, on n'était pas au pouvoir, qu'allait devenir ce pays. On a tout accepté. Maintenant, comme ils se sont, hein, ils ont retrouvé leur union d'enfance, tout ça d'antan, qu'ils se forment en bloc, et ils vont comprendre, parce qu'ils savent qui nous sommes, et nous, on est là, on les observe, et on va les démontrer que ce pays-là, ils l'avaient détruit, ils l'ont détruit, et je ne vois pas comment est-ce qu'ils cherchent encore à le détruire. Alors nous, nous sommes là, les gardiens de ce pays, du temple. Nous allons les défier, et puis bon, le pays va avancer. Qu'ils se regroupent, c'est pas moi, ils peuvent même se regrouper. Mais moi, là où c'est que je déplore, parce que moi je sais, je suis ici de l'Église catholique, et à l'époque, l'Église catholique était encore sanctuarisée. Mais aujourd'hui, nous commençons. Moi, j'ai le regret de constater qu'on a des gangsters, des affairistes. Des gangsters? Des braqueurs qui sont maintenant, qui commencent à dévier. Hein? Mais ça m'étonne. Comment imaginer des gens qui pouvaient sauver la nation, mais qui sont en train de créer de la cacophonie? Nous savons, ils étaient à Genève. Ils ont des comptes à rendre. Voilà les résultats. Ils finiront par se dévoiler. Où est-ce qu'ils avaient trouvé les smartphones? Où est-ce qu'ils ont toujours de l'argent? Nous allons savoir. Le peuple congolais finira par comprendre. Mais Katumbi est toujours dans l'Union sacrée. J'ai l'impression que vous lui devez... Oui, dernièrement, il a dit que vous avez franchi la ligne rouge. Donc nous attendons toujours qu'il puisse quitter l'Union sacrée puisque vous avez franchi la ligne rouge. En franchissant la ligne rouge, on s'attendait qu'ensemble ne soit plus dans l'Union sacrée. Mais vous êtes toujours ensemble, vous formez toujours la grande famille de l'Union sacrée. Mais vous avez l'air d'avoir quand même une animosité par rapport à lui. Madame Angaya, quand lui, il faisait ses activités commerciales, notamment ses pêches, nous, on était en train de réfléchir, de faire de la politique. Et je crois qu'il est en train d'apprendre que la politique n'est pas le commerce.
depuis qu'il avait annoncé. Moi, je pense que ça fait plus... Hein, aujourd'hui, ça fait beaucoup de jours. Hein. Oui, à peu près une Bon, semaine. je ne sais pas pourquoi monsieur a maintenant une main qui tremble ou pourquoi il est tenté de tergiverser. Mais est-ce que c'est Qu'il a eu droit au but. Mais est-ce que c'est une bonne solution? Nous ne nous sommes pas bâtis pendant autant d'années. Vous savez combien on a perdu, Je sais, nous, de l'IDPS? je sais. Est-ce que Katumbi peut nous présenter ces veuves, ces martyrs, ces orphelins que lui avait fait tomber à l'époque où lui était en train de bouffer le beefsteak? Un peu de respect, un peu d'égard par rapport à tout cela. Donc, nous connaissons les joueurs et les rejets. Nous en faisons partie. Plus de 37 ans d'élite, maman, et le Guasika, Bango Bazoye Kolame, tout ce qu'il mijote là, nous savons déjà, parce que c'était... Nous sommes les concepteurs de la plupart des stratégies. Kabouya, il a dit, vous connaissez la route, ça ne peut pas vous étonner. C'est notre vécu. Hein? C'est notre vécu. Nous, on a connu la famille, on a connu toutes sortes de... Larry, nous, on a connu. Moi, aujourd'hui, je commence à me proclamer docteur sans thèse en sciences politiques de l'Université de Limité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'en tout cas, le fait de vivre la vie, d'accompagner la vie, je me permets aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses. Donc, je donne courage à nos amis. Je leur demande de tenir, parce que nous, on a eu à tenir. Merci, Président. On va bientôt chuter par rapport à notre émission. J'ai une question aussi qui me trotte dans la tête, Président. Dernièrement, on a eu donc quelques nominations par rapport aux nouveaux ambassadeurs. Tout le monde s'étonne qu'au bout de autant de temps, d'années, on n'a pas encore les nominations des mandataires. Qu'est-ce qui fait traîner le processus? Oui, merci beaucoup, madame. Vous savez, moi, je ne peux pas venir commenter ici de ce qui relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est le chef qui décide, c'est lui qui observe, parce que, bon, comme un citoyen normal, la plupart, surtout les citoyens se disent, mais comment est-ce que le président il continue à collaborer avec tel parce qu'il est du PPRD, tout ça. Non, le président, en tant qu'un père de famille, un rassembleur, il préfère collaborer avec tout Congolais qui aime ce pays et qui est apte à amener quelque chose pour ce pays. Peu importe, en tout cas, son obédience ou sa couleur politique. Et moi, je pense que le chef de l'État est en train d'y aller, mollo, mollo. Comme aujourd'hui, bon, moi j'habite en France, ça fait plus de 12 ans qu'il n'y avait plus d'ambassadeur. Et politiquement, diplomatiquement, pour un pays, voilà pourquoi nous disons que le pays était dans le trou. Quand vous n'avez pas un ambassadeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de choses continueront à vous échapper. Donc c'est pourquoi j'ai dit, j'encourage le chef de l'État à continuer dans cette dynamique et que, bon, s'il y a des préoccupations, s'il peut, je l'exhorte quand même à tout faire pour qu'il n'y ait plus de préoccupations. Et s'il trouve ou il considère que ceux qui sont là sont au travail normalement ou convenablement, je ne vois pas pourquoi il va s'empresser. La SNEL travaille convenablement? Ah, malheureusement, c'est ce que j'ai dit. Hein, il y a toujours des cas d'exception pour confirmer la règle. Je regrette beaucoup, en tout cas, ça je l'ai dit, bon, les autres, non, mais pour ce qui concerne mon aîné à Tundu, je ne sais pas, un gars qui était intelligent à l'époque, je ne sais pas. Des fois, c'est regrettable, mais bon, heureusement, il fallait à ce que nos amis là se fassent démasquer pour que le monde comprenne ce qu'ils représentent. Très bien. Donc, comme je disais, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais laisser mon invité dire son mot de la fin à tous les internautes qui nous suivent ou tous les téléspectateurs qui ont suivi notre émission. Donc, je vais vous laisser dire le mot de la fin, Président. Merci beaucoup, mes compatriotes, pour ceux qui vont avoir l'occasion de nous suivre. Ce pays nous appartient. Et ce pays, c'est un pays magnifique, extraordinaire, qui a toujours été convoité par tout le monde. Mais j'ai comme l'impression que mes frères congolais et congolaises ne comprennent pas effectivement l'importance de ce pays.
plusieurs fois, on est en train de nous manipuler, de nous diviser, pour que nous ne comprenions pas que ce qui doit nous être utile est en train de nous... hein, est en train d'être récupéré par d'autres personnes à cause de notre naïveté, de notre mauvaise foi, hein, et surtout de notre manque d'amour. Voilà pourquoi j'invite nos amis, hein, mes compatriotes à l'amour. Je leur demande de venir, chacun à sa manière, mettre la main à la pâte pour faire évoluer ce grand Congo. Et puis bon, voilà, et pour terminer, moi, j'habite pas ici. Je salue ma famille, ma femme, surtout c'est elle qui se bat pour me soutenir. Et à travers elle, et à travers moi plutôt, elle soutient une grande partie aussi de la population congolaise, même spirituellement. Donc en même temps, je vous remercie de m'avoir On a l'habitude de travailler invité ensemble. chez vous ici. Et ça a été un plaisir de partager avec vous. Ça va faire 5 ans. Oui, oui, ça va faire, Depuis plus de ça, 5 oui, ans. ça va faire Ouais. 5 ans. Mais j'ai rencontré un journaliste avec qui j'avais travaillé avec il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Voilà. C'était en Suisse. Mais Je salue toujours humble. Brali Bolondo qui est toujours là en train hein, de regretter comment est-ce que lui, qui à chaque rentrée scolaire tombait malade, mais aujourd'hui, il est en train de comprendre comme s'il y a des gens qui veulent encore obstruer ce processus pour que lui continue à souffrir. Donc, en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt hein, pour ceux qui vont nous suivre. Merci beaucoup, Président. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je tenais vraiment à remercier mon invité d'avoir accepté de se déplacer pour répondre à nos questions, parce que ces questions-là ont été posées sur la page. J'ai dit que je vous recevais, les invités m'ont dit, Pichou, qui pose ça, parce qu'on sait peut-être, on ne sait jamais, ça peut arriver aux oreilles du chef de l'État. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi, je remercie donc les personnes qui nous suivent sur notre chaîne dans tout le monde entier, puisque c'est international. Merci beaucoup aux internautes de clébois.com. Merci à la technique Steve qui est derrière la caméra. Merci à toute mon équipe sur Clébois, ici à Kinshasa, et bien sûr à De la Nation, où il doit être là-bas. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.